Bonjour, je m'appelle Marianne Le Gagneur, je suis doctorante en sociologie et vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Ici, vous les entendrez parler de leur recherche en cours et de leur expérience de la thèse. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une thèse ? Sur quoi est-ce que les doctorants et doctorantes travaillent ? Autant de questions auxquelles ce podcast va s'efforcer de répondre. Pourquoi faire une thèse ? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi ? Sur rien. Mais excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ce... Aujourd'hui, je rencontre Déborah, qui est en 3e année de doctorat. Elle étudie dans sa thèse de sociologie les déterminants sociaux du mal-être maternel. Nous avons pu parler ensemble de la dépression postpartum, des critères de diagnostic du mal-être maternel, de l'instinct maternel. On a aussi discuté des enjeux de genre liés à cette question, c'est-à-dire la façon dont les caractéristiques sociales sont construites au sein de notre société et liées à un sexe. On s'est aussi demandé à quoi ça servait de faire une thèse. En 3e année, Déborah est actuellement en train de collecter des données, de les analyser. Ce podcast reflète donc un travail de longue durée en train de se construire et non une recherche achevée. Allez, c'est parti. Je m'appelle Déborah, je suis doctorante en sociologie entre le laboratoire de l'IRIS, qui est l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux rattaché à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales, et l'INED, l'Institut national d'études démographiques, tous les deux à Paris. Et je travaille sur le titre provisoire de ma thèse est les déterminants sociaux du mal-être maternel. Concrètement, j'apporte un regard sociologique, enfin j'essaye en tout cas, sur l'advenue de troubles et de souffrances psychiques chez des mères après l'accouchement. Le postpartum étant une période plus ou moins longue, qui peut aussi commencer dès la grossesse, enfin péripartum. Partum, ça vient du latin qui signifie accouchement. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de le recontextualiser. Donc vraiment m'intéresser au contexte social d'advenue de ces troubles. Parce qu'il y a énormément d'études en santé mentale, plus dans des disciplines épidémio, bio, médecine, qui s'intéressent à des facteurs de risque, mais qui en fait vont avoir une échelle assez individuelle, donc sans nécessairement prendre en compte les caractéristiques sociodémographiques des personnes, donc à savoir leur profession, leur sexe, leur âge, leurs conditions de couple, mais aussi tout le contexte en termes de simplement le régime des congés, qui s'est occupé ou non de l'enfant, comment s'est passé l'accouchement, c'est juste des exemples comme ça, mais pour montrer comment est-ce qu'on peut sociologiser la question et s'intéresser à voir est-ce que ces troubles finalement peuvent avoir un rapport avec aussi comment est-ce qu'on organise aujourd'hui en France métropolitaine, puisque c'est vraiment le cadrage de mon terrain, comment est-ce qu'on organise en fait la maternité et la prise en charge des nouveau-nés. Comment ça se traduit concrètement pour ces femmes d'être en dépression postpartum ? Alors, il y a plusieurs personnes qui sont habilitées à poser ce diagnostic. Et ça a différents effets. Il existe des critères partagés par la profession pour déterminer si une personne correspond au syndrome dépression postpartum. Là, ce syndrome fait partie des classifications plus larges qui gouvernent un peu les catégories d'action des sciences du psychisme. Concrètement, il y a 2 livres qui sont un peu des bibles. C'est ce qu'on appelle le DSM, qui est produit à fréquence tous les 3-5 ans par l'Association des psychiatres américains, qui est extrêmement reconnue à travers le monde en langue anglaise et qui en fait liste un certain nombre de diagnostics avec à chaque fois des critères d'identification. Et il y a également le CIM qui est au niveau européen et qui pareil
à des syndromes, en fait, et des critères de diagnostic. Donc, c'est des critères qui sont temporels. Concrètement, si je devais résumer, la dépression postpartum, c'est des symptômes qui sont similaires à un syndrome dépressif. Donc, ce qu'on appelle une labilité émotionnelle, donc c'est une sensibilité forte avec des pleurs, de la tristesse, des émotions, voilà, associée possiblement à une perte d'appétit, une perte de motivation, d'énergie, enfin bon, tout ce qui est lié en fait au syndrome dépressif, mais avec une question temporelle particulière qui est que ça arrive donc dans les 6 semaines après l'accouchement. En quoi est-ce que c'est important ? C'est important parce qu'il y a un peu 3 syndromes qui existent à l'heure actuelle dans les sciences du psychisme autour des troubles liés à la maternité. Le premier, c'est ce qu'on appelle le baby blues, et c'est souvent confondu avec la dépression postpartum. Et on parle souvent de baby blues dans un sens très... plus sérieux que ça ne l'est, c'est-à-dire que dans la classification psy, c'est vraiment un syndrome qui dure entre 0 à 7 jours, enfin dans la semaine qui suit l'accouchement, où effectivement c'est des pleurs, c'est un effondrement, mais ça touche 60-70% de la population, et en fait on va plutôt le relier à une question hormonale ou de fatigue ou ce type de choses-là, et surtout en fait ça passe. Ça ne dure pas. Donc si après 6 semaines les symptômes perdurent, on considère qu'on est dans un stade dépressif, donc c'est une dépression postpartum. Et le dernier trouble identifié, c'est la psychose puerpérale. Et là, pour le coup, c'est des épisodes psychotiques, donc qui passent par des hallucinations, enfin c'est d'autres types de symptômes, et ça touche quand même beaucoup moins la population. Et moi, ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est plutôt encore une fois, de rendre compte de la manière dont, en pratique, ces sciences du psychisme, à la fois dans leur théorie et dans leur mode de soins, vont problématiser, catégoriser et intervenir sur l'expérience des femmes. Et voir si, par exemple, un exemple tout bête, si par exemple une femme qui arrive en consultation va spontanément, je sais pas, mais va parler de plein de choses, va par exemple parler du fait qu'elle se sent seule, elle se sent démunie, elle se sent dépassée, son conjoint, parce que j'ai que des couples hétérosexuels pour le moment, a repris le travail très vite, du coup elle a l'impression d'être seule à la maison, elle a en plus eu un accouchement extrêmement douloureux parce que ça a eu des séquelles physiques, enfin c'est très compliqué, donc elle peut dire tout ça, et que au sein de la consultation, c'est quelque chose dont je parle mais en fait que j'ai déjà entendu en entretien, on va davantage insister sur son rapport à sa mère par exemple. Donc comment est-ce que, pas simplement moi de façon surplombante, je vais considérer que le contexte social était le plus important, mais voir comment est-ce que dans le discours des personnes même et des patientes, avant même la façon dont, enfin, la reprise et la prise en charge par des sciences du psychisme de ce discours-là, comment est-ce que certains éléments sont pris en compte et vont être en fait mobilisés et retravaillés ou questionnés et initiés par des questions de la part des praticiens et praticiennes chez les femmes, et comment d'autres éléments vont être un peu mis de côté. Donc c'est plutôt ça en fait qui m'intéresse. Et ça permet un peu de se détacher de est-ce que la sociologie serait mieux que d'autres disciplines, ce qui se passe, et davantage voir finalement comment est-ce que les femmes elles-mêmes expérimentent ces troubles, comment est-ce qu'elles en parlent, et comment est-ce qu'elles sont au sein de différents types de discours, différents types de praticiens-praticiennes, et comment est-ce que, dans tous ces registres, elles évoluent. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir heureux de ta thèse ? C'est compliqué, parce qu'il y a plein de dimensions dans une thèse. Concrètement, les entretiens que j'ai pu mener, c'est quand même pour parler d'expériences qui sont compliquées et douloureuses, donc je pourrais pas dire que c'était des moments où j'étais particulièrement heureuse. Ce qui est sûr, c'est que souvent, ce qui pouvait se passer après et être dit après, c'était des formes de soulagement d'en avoir parlé, des formes d'encouragement à poursuivre, parce que c'est important de pouvoir en parler justement. Donc il y avait tout cet aspect-là, mais je dirais pas que c'est un souvenir heureux. C'est quelque chose qui était quand même un peu dur.
Par contre, là, c'était un moment, en fait, c'est ça que la différence, c'est que c'est au sein de collectifs où j'avais l'impression que je faisais partie prenante, à la fois par ma thèse, mais aussi même par moi. Enfin, je pouvais m'y investir de façon avec d'autres dimensions de ma personne que simplement ma casquette de doctorante, à des formes d'action qui cherchaient justement à changer certaines choses et avec lesquelles je suis d'accord par ailleurs. Donc c'était aussi un engagement qui était plus pratique que simplement le recueil d'expériences et l'analyse, et aussi plus concret et dans une temporalité qui était plus rapide que une thèse qui peut durer vraiment très longtemps et où on se pose un peu la question de quand et comment on finira, est-ce que ça va produire ou pas comme effet. Et après, donc ça c'est plutôt sur le côté ce qu'on appelle le terrain, donc les personnes qu'on rencontre, les observations, les entretiens, mais après sur le côté des amitiés qu'on peut nouer aussi en recherche, genre ça j'ai eu beaucoup de moments heureux. C'est des moments de rire, de discussion, de verre, avec d'autres personnes, doctorants, doctorantes, que j'ai rencontrées grâce à ma thèse, parce que c'est des personnes du même labo, ou des mêmes... et ça j'en ai eu beaucoup. C'est des moments qui sont très heureux. C'est le côté agréable, social et collectif de la recherche aussi. T'as dit que donc, les moments qui t'avaient rendu heureuse, c'est notamment ceux où t'avais l'impression que la thèse, ça sert à quelque chose. Il y a des fois où t'as l'impression que ça sert à rien. Oui, plein. Bah, on se pose forcément la question. Je pense que c'est... Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que... Ça dépend de... Je sais pas, en fait. Là, vraiment, c'est juste des hypothèses que je lance, mais j'en suis vraiment pas du tout convaincue. Enfin, je suis pas certaine du fait qu'elles soient justes, mais c'est des choses que je ressentirais et que je formulerais comme ça. Mais quand on travaille sur des expériences douloureuses et négatives, comme c'est le cas, ce qui était moins le cas sur des recherches que j'ai pu faire précédemment, où du coup je pense que je me posais peut-être moins aussi de questions, où c'était moins criant. Et puis en plus, c'était un stade de formation où en fait le master amenait au doctorat, enfin bon, c'était une sorte de linéarité. On a peut-être aussi moins de temps de se poser la question. Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que ce serait un peu long, mais c'est juste qu'on est face à des personnes qui... Il y a des temporalités différentes. Souvent, parfois, c'est des personnes qui... Leur enfant, maintenant, il a 10 ans, 12 ans, enfin, ça va beaucoup mieux, c'est du passé. Mais en même temps, c'est quand même des choses qui sont émotionnellement très chargées, des vécus qui étaient assez intenses et douloureux, des envies de... Ça va jusqu'à des envies suicidaires, voire d'infanticide. Enfin, ça va. C'est quand même des choses qui sont assez... en tout cas qui ont touché très profondément, personnellement et durablement les personnes qui les ont vécues. Et en fait, il y a un aspect un peu bizarre d'arriver, de recueillir et de repartir. Et c'est vrai qu'on se pose la question un peu à quoi bon, parce que souvent d'ailleurs les gens nous demandent alors dans combien de temps, enfin ça va tu vas finir quand tu penses, et quand on répond bah souvent ça dure entre 4 et 5 ans, c'est des grands yeux qui s'ouvrent, donc je peux comprendre en même temps parce que ça paraît long. Après on fait pas que ça, on fait aussi de l'enseignement, enfin on enseigne, on participe à des activités collectives, de séminaires, enfin bon, il y a plein de choses, des colloques, mais toute cette à la fois le temps très long que ça prend pour produire quelque chose, et en même temps le fait qu'on sait bien que peu de gens finalement lisent les recherches de sciences sociales. Enfin, on a tous et toutes, ça dépend encore une fois des milieux dans lesquels on évolue, mais mine de rien, souvent quand on dit je fais une thèse, et surtout en sciences sociales, les gens savent plus quoi dire, ils savent pas quoi nous poser comme question. Ils n'ont pas vraiment d'idée de ce que ça signifie concrètement, même des amis très proches qui me disent mais en fait je sais pas trop ce que tu fais de tes journées, mais ça a l'air sympa. Et donc parce que en fait tout simplement peu de gens lisent des travaux de sciences sociales, autres que peut-être à la rigueur des grands principes ou des grandes idées qu'on apprend au lycée en classe de SES et encore. Enfin, donc tout ça pour dire que
on a l'impression, la question elle est à plein de niveaux différents, mais aussi dans concrètement tout ce travail en tout cas l'objet final de tout ce travail, qui va être un pavé de 500-600 pages, et encore maintenant on demande de réduire de plus en plus, qui est-ce qui va le lire et pourquoi? Et parfois on a l'impression que qui va le lire? Uniquement des personnes qui sont déjà en sciences sociales. Et pourquoi? Juste pour savoir si on peut avoir le titre de docteur ou pas. Mais est-ce que ça va servir les personnes qu'on a rencontrées, si par ailleurs on a envie que ça leur serve? Parce que parfois c'est juste on travaille sur des objets et des institutions et des personnes dont on peut être particulièrement critique des pratiques, donc c'est pas la même chose qui se joue. Mais c'est plutôt quels vont être les effets concrètement sur la réalité qu'on a pu observer et étudier. Et quand cette question elle est floue, enfin quand la réponse à cette question est floue, ce qu'elle est, oui, il y a des moments donnés où on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais quand on le décompose en pratique, ça veut dire quoi concrètement faire une thèse en pratique? Il se passe des choses dans ces rencontres, en fait, il se passe des choses. C'est quand même avoir du temps, c'est quand même une disponibilité pour être là, pour écouter, pour partager des choses, pour possiblement mettre à disposition son temps pour des mobilisations ou pour des pratiques et des discussions et des... Il y a aussi un rôle en fait qui se joue dans la pratique même de la recherche et pas simplement dans l'objet de thèse. Dans des familles dites nucléaires, c'est-à-dire qu'on a quand même une façon d'organiser l'arrivée d'un enfant et la procréation au sein d'un couple, donc que 2 personnes, et dans des couples hétérosexuels, du coup c'est un homme et une femme. Donc on pourrait partir du principe que les 2 personnes deviennent parents, mais en fait, et ça a été documenté de plein de façons différentes, on attend des femmes davantage d'investissement, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est à elles d'être la première personne responsable de l'enfant. En tout cas, on attend des femmes le fait que ce soit les premières personnes à prendre soin des enfants. Et ça à plein de niveaux, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est-à-dire que si on prend même ne serait-ce que, c'est un mot un peu dur que je vais peut-être dire, mais en fait on peut parler de production d'enfants, de travail reproductif, comment est-ce que les sociétés se reproduisent et donc produisent des nouvelles personnes que sont les enfants, comment est-ce qu'elles procréent. Concrètement, à tous les niveaux, les femmes vont avoir un statut différent, c'est-à-dire que dans des couples hétérosexuels, encore une fois, elles vont... ce sera davantage... elles, chez qui on va penser que le désir d'enfant est présent. Si elles n'ont pas de désir, elles vont être stigmatisées. Que d'ailleurs, leur identité passe beaucoup plus par la maternité. Si elles n'ont pas d'enfant, elles vont être aussi stigmatisées. Du coup, que ce soit même au niveau du travail contraceptif, bref, plein de choses. Si on prend quelque chose de façon très large, c'est elles qui vont être les premières personnes responsabilisées et responsables de la production d'enfants. Et c'est en ça que ça m'intéressait aussi de regarder en fait sous l'angle des souffrances psychiques l'expérience de la maternité, parce que ma question principale qui m'interrogeait, c'était de me dire on fait rarement le lien entre ces souffrances psychiques qui sont réelles, parce que c'est quelque chose que j'ai pas dit, c'est que la dépression postpartum, c'est une prévalence, c'est-à-dire un ordre d'apparition, combien de personnes en fait par an sont touchées sont diagnostiquées comme dépressives en postpartum. C'est de l'ordre de 10 à 15% par an en France. Des mères. Des mères. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un trouble qui est... là, on l'ouvre un petit peu, mais dans les études épidémiologiques qui, du coup, cherchent à comptabiliser l'apparition de ce trouble et la fréquence d'apparition de ce trouble, c'est que chez les femmes qu'on recherche. Donc, il y a très peu d'études. Il y en a juste 1 ou 2, mais sur des échantillons qui sont beaucoup plus petits, donc beaucoup moins d'individus, chez des pères. Donc, de façon générale, ce trouble-là est présenté comme féminin, et chez les mères principalement, et d'ailleurs dans des couples hétérosexuels, encore une fois. Et 10 à 15%, en France, en moyenne, c'est 800 000 naissances par an. Donc du coup, on est quand même sur
80 000, on est vraiment sur énormément de femmes en fait par an. Et encore, les études ont des conditions il faut aussi prendre en compte le fait que c'est des femmes qui ont été considérées comme dépressives, souffrant de dépression postpartum, au sein d'une étude aux conditions de production très particulières. Donc si ça se trouve, c'est même un chiffre qui est beaucoup plus en dessous de ce que c'est réellement. Et dans aucune de ces études, on ne fait le lien spécifiquement entre l'apparition de ce mal-être et la place assignée des femmes relativement à la maternité. Donc c'est vraiment ça aussi qui m'intéressait. Et sociologiser la question, c'est ça aussi, c'est se dire, quels sont les rôles, les positions, les compétences, les attendus, les pratiques, tout ce qui est assigné aux individus selon certaines catégories, et là typiquement le fait d'être une femme, et quel est le rapport avec des phénomènes. Et là, le phénomène qui m'intéresse, c'est la souffrance psychique. Et il se trouve que oui, effectivement, les sciences du psychisme ne prennent pas nécessairement en compte cette variable-là, ou quand ils la prennent, c'est davantage sous un angle de non-questionnement total de la catégorie femme en tant que telle. C'est-à-dire qu'on va considérer que effectivement elles sont femmes, si elles souffrent, c'est parce qu'elles sont femmes. Ça va être justement parce que les femmes auraient un rapport spécifique naturellement, intrinsèquement, dans leur destin biologique, dans leur gène limite, pour être mère. Elles aspireraient à être mères, du coup elles ont un rapport spécifique à la maternité parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont femmes d'un point de vue catégorie de sexe assignée et biologisée. Donc parce qu'elles sont femmes biologiquement parlant, on va considérer qu'elles ont un rapport particulier à la parentalité. Alors que moi, ce que je dis d'un point de vue sociologique, c'est que parce qu'elles sont femmes socialement, parce qu'elles ont été assignées femmes socialement, alors elles ont ce rapport-là spécifique, mais c'est simplement parce qu'elles ont été élevées d'une certaine manière, parce qu'elles ont eu une expérience particulière du fait qu'elles étaient assignées femmes socialement, encore une fois, que, effectivement, elles ont un vécu différent. Mais pas du tout parce que, en raison de leurs organes génitaux, ou de leurs hormones, ou de leur... pas pour ces raisons-là. Et donc, pour toi, l'instinct maternel, ça existe ou pas ? Bah non. Mais pour moi, l'instinct... c'est une question qui est très discutable, en fait, de façon générale. La nature, c'est quoi ? Par une naturalisation des choses, c'est le sortir de l'histoire. On sort les choses de l'histoire, et en fait, on fait quoi par ce geste-là ? Quand je parle de dépolitisation qui va de pair avec naturalisation, c'est qu'en fait, si jamais on le sort de l'histoire, et qu'on le sort de la société et du contexte, ça veut dire qu'on n'a pas de prise dessus. Ça veut dire que c'est un regard très fataliste et très conservateur, et on ne peut rien faire par rapport à ça, alors que c'est faux. Et ça qui est dangereux politiquement, en fait, c'est que dès qu'on parle de nature, dès qu'on évoque la nature et qu'on l'invoque pour certaines choses, on en retire toute prise à la politique et au changement. Et c'est un mouvement qui est assez classique quand on parle des questions d'égalité femmes-hommes, mais pas que, sur plein d'autres aspects. Et donc, forcément, il y a une réflexion critique à avoir sur l'idée de nature et sur ses usages, ses intérêts, quand est-ce que c'est mobilisé, à quoi ça sert, pour justifier quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et ça peut faire du bien, en fait, de voir qu'est-ce qui a été considéré comme naturel au cours des années. Encore une fois, en fait, dénaturaliser les choses, c'est-à-dire les redynamiser et sortir, en fait, de cette espèce d'idée de constance partout, de tout temps, en toute heure, en tout lieu, qui pourrait considérer que du coup on n'a aucune prise, encore une fois, là-dessus, et que c'est notre condition d'être humain que d'être ainsi. C'est de regarder ce qui se passe ailleurs, ça c'est un peu ce que fait l'anthropologie, et de regarder ce qui s'est passé dans d'autres époques. Donc à la fois l'histoire, mais aussi le changement de contexte et la comparaison des contextes permet de voir à quel point ça varie, et à quel point il y a des énormes variations. Et ça permet, et c'est ce que la sociologie a pu montrer, et par rapport à la maternité, vraiment c'est le cas, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui varient. Qui est-ce qu'on va considérer comme la personne principalement, qui est-ce qu'on va considérer comme une mère déjà, rien que ça, quelle sera qui va élever les enfants, qu'est-ce qu'on considérait comme étant de l'ordre naturel chez les femmes versus ce qu'on considère maintenant comme étant quelque chose de plus critiquable. Donc rien que ça, en fait, on peut déjà montrer que c'est à relativiser, ces idées-là de nature et d'instinct, donc à travers les époques et à travers les lieux.
Mais en plus de ça, il y a des études de genre qui ont été faites par des biologistes elles-mêmes, qui en fait ont tendance à asseoir cette idée que l'environnement et la socialisation est extrêmement importante, en montrant à quel point est-ce que le corps et le substrat, on va dire physique, est plastique à tout niveau. Et extrêmement tributaire de l'environnement. Donc même en fait au sein des sciences dures et biologiques, il y a des critiques internes qui relativisent cette idée de nature et d'instinct. Et personnellement j'y souscris. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un contre-exemple flagrant en fait. Mon objet est un contre-exemple même de cet instinct maternel. Parce que ce sont des personnes qui parlent de combien elles peuvent être démunies face à un enfant, combien elles ont l'impression que c'est une personne étrangère, combien elles n'arrivent pas à trouver de connexion, pas toutes, hein, ça varie vraiment selon, mais c'est des contre-exemples même. Et donc, concrètement, le fait de... comment est-ce qu'on les considère, ces expériences-là, en fait ? Si on prend comme norme l'instinct maternel, de fait, elles sont pathologiques. De fait, on va considérer que c'est des exceptions, des choses anormales de l'ordre de... Elles sont malades. Mais c'est parce qu'on a un étalon de mesure qui est celui-là, en fait. On va comparer cette situation-là par rapport à une situation à la fois idéale et justifiée, considérée comme naturelle par cette idée d'instinct maternel, qui est celle-là. C'est-à-dire, il faut que les femmes, les mères, celles qui ont porté l'enfant et celles qui... Puis ça pose plein d'autres questions, c'est-à-dire c'est quoi une mère, mais bon. Au-delà de ça, il faut que les mères sachent instinctivement comment s'occuper d'un enfant, comment aimer un enfant, comme s'il y avait un lien comme ça qui devait se créer tout de suite, alors que je ne fais que rencontrer des personnes dont l'expérience est la preuve contraire de cette théorie. Et donc, soit en fait on s'attache à conserver ce modèle-là, c'est-à-dire à considérer que non, en fait, il y a effectivement l'instinct maternel, et donc qu'est-ce qu'on remet en question ? On remet en question la réalité de ces femmes. On les pathologise, on les marginalise, on les pointe du doigt, elles se sentent stigmatisées, elles se sentent culpabilisées. Soit on remet en question le modèle. On le garde pas, en fait, et on se pose des questions, et on se dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais j'ai l'impression quand même qu'au sein de la société, récemment, t'es pas la seule à vouloir remettre en cause ce modèle-là. Ah oui. C'est quelque chose de toute façon qu'on peut trouver dans les mouvements féministes. On peut la retrouver au sein des mouvements des années 70, notamment des mouvements de libération de la femme. Sur la critique de la maternité, c'était quelque chose de très fort. Dans les sciences sociales de façon générale, en fait, tous les travaux sur la maternité qui justement s'intéressent à une perspective sociologique de l'expérience maternelle montrent à quel point, en fait, c'est éminemment déterminé et structuré par les conditions sociales et de comment est-ce qu'on élève les filles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travaux qui vont montrer comment, et là pour le coup c'est vraiment de plus en plus connu dans tous les espaces maintenant, et on en est de plus en plus conscient et consciente, c'est-à-dire le choix des jouets, qu'est-ce qu'on va valoriser comme jeu, les petites filles qui vont apprendre en fait à materner depuis leur plus jeune âge, qui vont être poussées en fait à développer ce type de compétences-là, et aussi à attendre d'elles que en fait leur destin désirable et désiré est le fait d'être mère justement et d'avoir un enfant. Donc ça, il y a toute une façon en fait de montrer de quoi c'est le fruit aussi, en termes simplement de façon dont on élève les enfants et on les socialise au fur et à mesure de leur vie, qui déconstruit l'idée que ce serait instinctif, parce qu'il y a des femmes pour qui ça marche, hein. Enfin, j'ai pas du tout envie de généraliser l'expérience de souffrance psychique, heureusement, mais même pour les personnes effectivement, même pour des résultats et des observations qui vont être de l'ordre de mais regardez, au sein de ce couple hétérosexuel, le père sait pas comment faire, la mère sait tout de suite faire,
et donc on va lui relier ça, on va interpréter ça comme quelque chose de naturel, en fait tous ces travaux-là de socialisation et du genre dans l'enfance vont montrer que pas du tout en fait, c'est qu'on a élevé différemment les hommes et les femmes de façon tendancielle, encore une fois, après il faut les resituer dans d'autres types de configurations, mais de façon tendancielle on va élever les hommes et les femmes de façon différente, donc si les femmes savent mieux s'y prendre avec les nouveau-nés, les jeunes enfants, c'est aussi que elles ont fait du babysitting, elles ont joué avec des poupées depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont tout ça, il faut le resituer de ce point de vue-là. C'est un peu la double peine, c'est-à-dire que elles ont souffert à la fois de mal-être, donc elles étaient mal par plein de symptômes, c'est-à-dire que ça dépend, ça peut être soit d'une très grande anxiété, soit une très grande tristesse, soit en tout cas un abattement, des pleurs, des symptômes très psychiques et physiques. Et en plus de ça, c'était redoublé par leur culpabilisation. Parce qu'on attendait d'elles, justement, elles attendaient d'elles-mêmes, et on attendait aussi surtout d'elles qu'elles soient heureuses. Donc là, on part sur un autre mythe, qui est celui du bonheur maternel, qui, encore une fois, n'est pas... qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'en fait, c'est pas toutes les mères dont on attend le bonheur, c'est aussi très normé, c'est-à-dire que pas toutes les mères ont accès à l'attendu du bonheur maternel. Il y a des maternités déviantes, ou au contraire, ce serait étonnante qu'elles soient heureuses. Donc il faut aussi resituer cet idéal de la maternité heureuse et de l'heureux événement, mais en tout cas, chez des mères chez qui tout le monde attendait un immense bonheur et un instinct maternel d'amour et de prendre plaisir à prendre soin, mais aussi savoir tout de suite comment prendre soin, voilà, tout ce qui va avec, en fait, cet imaginaire-là. Elles ont souffert à la fois de leur souffrance et mal-être de base, mais redoublé par la culpabilisation de ne pas être dans ce modèle-là. Et comment t'es arrivée, toi, à faire une thèse ? En faisant plusieurs masters. Après mon bac, j'ai été prise à Sciences Po à Paris. Donc à la base, je suis pas de Paris. Si, c'est important parce que je pense que aussi dans mon parcours, je sais pas si c'est, encore une fois, c'est un parcours parmi d'autres, mais ce qui a été déterminant, c'est le soutien financier de mes parents. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas eu derrière un soutien, parce que ça a pris du temps et que même si j'ai travaillé à côté, ça aurait pas été suffisant pour vivre à Paris, parce qu'encore une fois, je n'ai pas de Paris, donc j'avais besoin d'être aussi logée et de payer un loyer. Donc ça aussi, ça montre il y a un aspect de sélection purement matériel de qui peut faire de la recherche, ou en tout cas j'en suis la preuve. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait 3 ans de l'équivalent d'une licence, et après en master, je savais pas trop ce que je voulais faire parce que c'est une formation qui est assez généraliste. Mais comme j'avais toujours été bonne élève, que j'aimais beaucoup juste, je pense, le monde de l'école, je me suis orientée vers un master de recherche. Sauf que, étant à Sciences Po, j'ai choisi un master assez particulier qui s'appelait Master de recherche en relations internationales. Et c'est ce que... Donc j'ai fait le master. Je suis tombée sur un directeur qui a très bien compris que je voulais pas continuer là-dedans, qui était très sympa par ailleurs et très ouvert, et qui m'a fait de la sociologie, qui m'a fait lire Howard Baker en fait. Et j'ai adoré son travail, et je me suis rendu compte que j'aimais profondément la démarche de recherche, c'est-à-dire la démarche d'aller voir, de rencontrer, de rendre compte, de s'interroger, de remettre en question, de remettre en question des certitudes en tout cas, et de dénaturaliser les choses, encore une fois dans une perspective de les remettre dans leur histoire, dans leur contexte. Et donc après ce master, je me suis dit que j'avais peut-être envie de continuer, mais dans une autre discipline qui serait la sociologie. Et j'attendais un peu d'avoir la réponse de mon mémoire pour savoir si ça valait la peine que je continue, et il se trouve que ça s'est bien passé au niveau de la soutenance, donc je me suis dit, dans ces cas-là, je vais continuer. Et j'ai trouvé un master à l'EHESS, en sociaux pour le coup. J'ai décidé de faire une thèse, mais
À vrai dire, je voulais plus vraiment faire de thèse parce que ça a été source de beaucoup d'angoisse en fait, l'écriture. Ça a été source de beaucoup de questionnements. Et donc en fait, comme c'était un master où il fallait faire un mémoire à chaque année, en M1 et en M2, bah en fait pour les 2 moments d'écriture, ça a été assez douloureux. Et ça m'a remise en question par rapport à en faire mon travail. L'aspect solitaire, l'aspect d'écriture, enfin bon, plein d'aspects que par ailleurs j'aimais mais qui me déstabilisait aussi beaucoup. Et en fait, quand j'ai fait ma soutenance pour mon 2e mémoire, ben, mon relecteur, qui est maintenant mon directeur, m'a un peu retiré par la manche en me disant en fait non, vous devriez continuer, vous avez ce qu'il faut, il faut que vous y alliez. Alors que moi j'étais vraiment prête à arrêter pour le coup et à pas continuer là-dedans. C'est quand même très particulier hein, comme activité. Et je m'en rendais bien compte. Et ouais, il m'a un peu récupéré par le col et il m'a dit non, allez-y. Et je pense qu'au fond, j'avais l'impression que j'étais peut-être pas allée au bout. Pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à faire en lien avec le sujet de ta thèse? Un film, un livre, une émission? Alors, j'en ai plusieurs. J'aurais un podcast que je trouve vraiment incroyable sur la question qui s'appelle Papa où t'es. C'est un épisode d'un podcast plus large qui s'appelle Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, qui est sur Arte Radio. Et donc Papa où t'es, c'est vraiment sur cette... ça rentre justement par la question malgré tout du mal-être maternel, mais pour poser la question beaucoup plus large, notamment du système de congé, de l'assignation à la maternité. Et il y a d'autres épisodes de ce même podcast qui traitent aussi de la question de la maternité. Voilà, donc un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Ensuite, au niveau des écrits, il y a un livre que j'ai énormément aimé, au niveau de la littérature pour le coup, qui s'appelle Les Noirs, et en fait c'est une écrivaine turque qui était écrivaine avant même d'avoir un enfant et qui a vécu une dépression postpartum et qui en fait raconte de façon à la fois extrêmement drôle et en même temps assez tragique, mais très très imagée. En fait, elle s'invente, enfin c'est pas qu'elle s'invente, mais elle décrit son expérience de la maternité à travers plein de mini-moi qui sont des personnages particuliers d'elle-même, des facettes de sa personnalité, un peu des caricatures d'images de ce que devrait être la femme en fait. Et donc elle est toutes ces femmes à la fois, et comment est-ce qu'elles se battent et ont des discussions interminables et assez échauffées sur ce qui se passe en fait, c'est-à-dire le fait d'avoir un enfant. Et tout ça pour parler en fait de façon très, très pudique, mais en même temps très forte de sa dépression, parce qu'elle a fait une dépression. En fait, il faut le lire, c'est une vraie histoire. C'est un côté un peu conte que j'ai beaucoup aimé. Et après, le dernier livre, pour le coup en sciences sociales que je conseillerais, mais qui malheureusement n'est que en anglais, c'est un livre de Rian Rich qui s'appelle Of Woman Born, ce qui signifie née d'une femme, et qui d'ailleurs a été traduit en français, mais on ne retrouve plus vraiment cette édition-là de traduction. Et donc c'est une poétesse et théoricienne féministe qui écrit sur son expérience de la maternité de façon très transparente. Enfin, elle parle vraiment de à quel point est-ce qu'elle l'a mal vécu en fait, et en proposant une distinction entre ce qu'elle appelle la maternité expérience et la maternité institution. Et en fait elle dit: ce que j'ai détesté dans la maternité, c'est la maternité institution, c'est-à-dire le rôle qu'on m'assignait, qu'on me demandait d'avoir, la place que je devais avoir parce que j'étais face à des êtres très dépendants, et que si c'était pas moi qui m'en occupais, ben, personne ne le ferait. Donc vraiment ce côté de comment est-ce que la place de la femme est cadrée et normée quand elle a un enfant, et qui rend
son expérience, qui a rendu son expérience en tout cas très douloureuse, et comment est-ce qu'elle elle sent qu'elle aurait pu la vivre. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit on m'a privée d'une expérience parce que institution. Et ça a été repris dans pas mal de travaux par la suite, cette distinction entre en fait critiquer l'encadrement de la maternité, c'est pas forcément critiquer la maternité en elle-même, c'est critiquer comment est-ce qu'elle est cadrée, organisée, et justement proposer un ailleurs et un avenir qui serait quand même un peu plus réjouissant. Merci à Déborah d'avoir discuté avec moi au micro de Thésard. Vous retrouverez la liste des recommandations culturelles que nous a fait Déborah dans la description de cet épisode. Merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Merci à vous d'avoir écouté Thésard jusqu'ici. Vous pouvez me retrouver et m'envoyer toutes vos remarques et questions sur Instagram et Twitter @thésard_es. Et si vous voulez me parler de votre thèse ou d'autres choses, contactez-moi par email à thésard.es@gmail.com. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Si Thésard vous a plu, mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et partagez l'épisode à vos proches, vos amis. À très vite, courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.